Bonjour, je suis le docteur Ariel Schwartz et je vous souhaite la bienvenue dans ce cours intitulé La théorie polyvagale appliquée au yoga. Ce cours réunit deux choses que j'aime passionnément et que j'étudie depuis longtemps. Je suis enseignante de yoga depuis 1996 et j'étudie et j'enseigne la théorie polyvagale depuis au moins 10 ans. Et c'est une grande joie et un grand plaisir pour moi de pouvoir partager ces informations avec vous. Une autre chose que j'aimerais vous dire à mon sujet, c'est que mon domaine de spécialisation est le traitement des traumatismes. Donc cela sera intégré à ce que vous allez apprendre également dans ce cours. Mon espoir, c'est que vous retiriez de ce cours une meilleure compréhension de la théorie polyvagale et que vous receviez des outils très concrets que vous pourrez appliquer à vous-même ou, si vous travaillez avec d'autres personnes, partager avec vos patients. Et aussi que vous puissiez percevoir le yoga comme accessible, non pas comme quelque chose qui nécessite qu'on soit un contorsionniste pour réussir à le faire et une immense souplesse, mais plutôt quelque chose qu'on peut facilement intégrer à sa vie, qu'on peut faire parfois assis sur une chaise. Certaines pratiques qu'on fera sur le tapis de yoga seront peut-être un peu avancées, mais elles peuvent toutes être adaptées. Donc, j'espère que vous allez pouvoir explorer ces pratiques, vous les approprier et vraiment vous sentir simplement nourri par ce cours. Merci encore et bienvenue. Au fil de ce cours, j'espère vraiment que vous allez pouvoir vous poser tranquillement sur votre chaise, votre siège ou votre tapis de yoga en ayant l'impression que vous pouvez recevoir tout cela plutôt que de devoir l'apprendre intellectuellement, que vous le ressentiez comme quelque chose dont vous pouvez faire l'expérience et dont vous pouvez vous sentir nourri. Laissez-moi maintenant afficher les diapositives. Une fois encore, ce cours traite de la théorie polyvagale appliquée au yoga, pratique simple pour améliorer le bien-être. Et nos objectifs pour cette première heure sont de comprendre la théorie polyvagale et le système d'engagement social, discuter de la réponse différenciée à la menace, explorer ce qu'on appelle les états hybrides du système nerveux dans le cadre de la philosophie yogique, et aussi comprendre la neuroception comme étant l'équivalent de ce qu'on appelle en yoga le svadhyaya ou l'étude de soi, et également s'exercer à éveiller votre système d'engagement social. À la fin, vous devriez comprendre très précisément la valeur et l'importance de la corrégulation. Commençons maintenant par une compréhension de base de votre système nerveux autonome. Si on le décrit d'une façon très simpliste, on peut voir qu'il y a deux systèmes principaux qu'on appelle le système sympathique et le système parasympathique. Notre sympathique nous mobilise pour nous protéger sous la menace, grâce à des mécanismes de combat ou de fuite. Et notre système nerveux parasympathique, en général, nous aide à nous reposer, digérer, nous détendre ou bien dormir. Mais ce que la théorie polyvagale nous a vraiment aidé à comprendre, c'est que lorsque nous vivons une menace, le système parasympathique est aussi associé à la réponse d'évanouissement. Encore un élément au sujet du système nerveux autonome. Il est également profondément relié à ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Je mets là ma main sur mon ventre. Notre système entérique, c'est ce qu'on appelle parfois le deuxième cerveau du corps, qui vit à l'intérieur du système gastro-intestinal. Et notre système digestif est quelque chose qui répond constamment à notre environnement, souvent sans que nous en soyons conscients. Il peut ainsi détecter les changements chimiques dans le corps, réguler la digestion, interrompre la digestion ou parfois l'accélérer de façon pas très confortable. Et cette connexion entre le système nerveux entérique et notre cerveau est en réalité profondément influencée par le nerf vague. Et les changements que nous pouvons vivre très inconsciemment par rapport à notre environnement, lorsqu'il y a une menace, quand notre respiration change et qu'on commence à se crisper, tout cela se produit sous la surface et parfois peut nous faire réagir à certaines expériences sans même le réaliser. Penchons-nous maintenant sur le stress et le système nerveux. Une fois encore, nous voyons que le système nerveux autonome est là avec ses deux composantes principales, le sympathique et le parasympathique. Et là, nous pouvons voir un peu plus clairement comment le système nerveux parasympathique s'exprime de deux façons différentes.
La première expression du parasympathique est liée à ce qu'on appelle le complexe vagal ventral. C'est la portion du nerf vague plus récente du point de vue de l'évolution qui se trouve dans la partie supérieure du corps. Les poumons et le cœur, le larynx et le pharynx dans la gorge, les muscles du visage et l'oreille interne. Et c'est ce que Stephen Porges lui-même appelle parfois le système d'engagement social. Donc, on a ici affaire aux parties du nerf vague qui nous aident à nous mettre en lien avec les autres. Et à travers cela, nous pouvons nous permettre de nous relier à un sentiment de sécurité. Dans le contexte du système nerveux parasympathique, lorsque nous nous sentons en sécurité, cela nous permet de nous reposer, de digérer, de faire l'expérience des liens intimes et de s'y abandonner. Fondamentalement, on se permet de s'immobiliser de façon sécure. Et notre système parasympathique et le nerf vague ont également une autre façon de s'exprimer qui est plus ancienne du point de vue de l'évolution. Du point de vue du nerf vague, on l'appelle le complexe vagal dorsal, qui est la partie plus ancienne du nerf vague pendant l'évolution. Et cette partie se trouve sous le diaphragme et va jusque dans les organes du corps. Quand nous nous sentons en sécurité, nous pouvons faire l'expérience de ces deux expressions différentes du nerf vague de façon conjointe. On en parlera davantage. Mais lorsque nous ne nous sentons pas en sécurité, ce complexe vagal dorsal entre en mode protection. Et fondamentalement, cela nous fait avoir recours à une partie du système nerveux qui est très ancienne du point de vue de l'évolution, qui nous mène à l'effondrement, à l'engourdissement, parfois même à un évanouissement concret ou à une réponse de défaillance dans le corps où on a des vertiges, on a la nausée ou un sentiment de quelque chose de brumeux. Ça peut également engendrer un épuisement et quand cela se prolonge dans le corps pendant longtemps, cela peut créer un sentiment de dépression. Il est donc très important d'aller étudier en détail toutes les nuances et subtilités du nerf vague et du système nerveux autonome, et c'est ce que nous allons continuer à faire ici. Penchons-nous également sur la modélisation du cerveau, car les expressions du nerf vague peuvent aussi être considérées en lien avec le développement du cerveau. Pour commencer, dans la partie la plus inférieure du cerveau, nous avons le tronc cérébral, qu'on appelle parfois également cerveau reptilien. Et ça, ce sont les parties du cerveau qui se concentrent sur la question clé: est-ce que je suis en sécurité? Ce sont des fonctions de survie de base. Cette partie gère notre rythme cardiaque, notre rythme respiratoire et nos cycles de veille et de sommeil, donc des fonctions de survie vraiment fondamentales. Cette partie gère aussi beaucoup de réflexes d'orientation qui nous aident à nous orienter par rapport à des menaces possibles et aussi par rapport à des possibilités de sécurité. Et comme vous le voyez, je suis en train de tourner ma tête par rapport à ces réponses d'orientation, car le tronc cérébral fonctionne de façon profondément liée à notre regard et la façon dont nous scrutons notre environnement avec les yeux. Et quand on monte dans le cerveau, on arrive dans ce qu'on appelle le système limbique, qui nous parle beaucoup plus de nos émotions et de nos souvenirs. Et ce système est profondément relié avec le tronc cérébral, en lien avec la question: est-ce que je suis aimé? Est-ce que je suis connecté, relié, en lien? Est-ce que je peux me détendre ici? Est-ce que je peux simplement être moi, n'est-ce pas? Est-ce que je suis compris, comprise? Est-ce qu'il y a assez d'espace pour avoir ma place dans la relation? Et lorsque ces deux centres cérébraux inférieurs, le tronc cérébral et le système limbique, ont un sentiment de sécurité, d'appartenance et de connexion, alors cela permet aux centres cérébraux supérieurs, qui sont la partie de notre cerveau la plus récente du point de vue de l'évolution, le néocortex et le cortex préfrontal, cela leur permet de fonctionner de façon optimale. Et c'est dans ces endroits-là qu'on peut apprendre, sortir du cerveau de la survie pour entrer dans le cerveau de l'apprentissage. C'est cela qui nous permet de vraiment explorer le monde, faire l'expérience de tout ce que le monde a à nous offrir et nous sentir nourris par tout ce qu'on apprend et le faire avec curiosité, aller à l'école, faire des travaux écrits, lire, écrire. C'est cette partie-là du cerveau qui nous permet d'apprendre et d'apprendre consciemment.
Donc, idéalement, nous vivons cette expérience comme superposée dans le cerveau qui nous permet d'avoir un fonctionnement optimal dans le monde. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences qui perturbent cela. Par exemple, lorsqu'un traumatisme se produit ou lorsqu'il y a un stress chronique constant, nous nous retrouvons bloqués dans cette question clé, suis-je en sécurité? Et nous ne nous sentons pas en sécurité et cela compromet le cerveau de l'apprentissage. Si nous ne nous sentons pas aimés, acceptés et attachés dans les relations de notre tout début de vie, cela peut également compromettre notre cerveau de l'apprentissage. Et parfois, nous voyons même une variation qu'on peut appeler comme une sorte d'inversion de ce phénomène, où une personne qui ne s'est pas sentie en sécurité de façon chronique, qui ne s'est pas sentie aimée, va compenser cela en développant de façon excessive le cerveau de l'apprentissage. Et dans ces cas-là, la personne utilise l'intellect pour se déconnecter de ses émotions, de ses sensations et de son corps. Et nous pouvons voir comment cela est lié à certains symptômes dissociatifs, par exemple. Quand nous étudions le tronc cérébral, et j'aime beaucoup l'image que vous voyez ici, parce qu'elle nous permet vraiment de sentir que dans le tronc cérébral, nous avons le cervelet, qu'on appelle parfois le petit cerveau, on a également ce qu'on appelle le pons et le bulbe rachidien qui sont profondément liés au système limbique, au cerveau moyen, et nous pouvons aussi voir le lien étroit qui unit notre tronc cérébral et notre moelle épinière. Donc, j'aime bien considérer le système nerveux dans son entier comme un seul organe étendu et connecté, qui inclut le cerveau, qui s'étend le long de la moelle épinière et qui s'étend finalement jusqu'à notre système nerveux périphérique, jusqu'à la pointe de nos doigts et jusqu'au bout de nos orteils. Et lorsque nous nous mettons en lien avec le corps, comme on le fait dans le yoga ou dans n'importe quelle pratique de mouvement, que ce soit la technique Alexander ou le tai chi ou le Feldenkrais, quand on se met en lien avec son corps, on améliore vraiment les capacités de son cerveau parce que nous mobilisons, nous renforçons la circulation sanguine, nous nous mettons à l'écoute de nos sensations et tout cela contribue à nourrir le cerveau inférieur. En particulier, le cervelet, le petit cerveau, est responsable des mouvements, de l'équilibre, de la coordination et de la posture. Donc, quand on fait des postures d'équilibre sur le tapis de yoga, c'est comme si on allumait le cervelet. On contribue à nourrir le tronc cérébral en y faisant affluer du sang. Et je trouve que l'élément suivant est assez fascinant. Quand on regarde le pont dans le cerveau reptilien, dans le tronc cérébral, le pont est relié à nos fonctions de veille et de sommeil et aussi à nos expressions faciales, et c'est également la source du sommeil paradoxal. Donc, si on réfléchit au sommeil paradoxal, qui est le sommeil des mouvements oculaires rapides, on peut vraiment s'intéresser avec curiosité au rôle des mouvements oculaires en lien avec le tronc cérébral. Et si on continue maintenant notre découverte du nerf vague, que nous allons faire d'ailleurs à la fois de façon expérientielle et à l'aide de notre cerveau de l'apprentissage, je vous invite à vous intéresser avec curiosité au rapport entre les mouvements des yeux et les muscles qui entourent l'occiput à la base du crâne et qui sont eux aussi étroitement liés au tronc cérébral. Parce que ce que nous faisons lorsque, par exemple, et je vais juste arrêter le partage un instant pour que vous puissiez le voir. Quand nous entrons dans une posture où nous tournons la tête, et je vais vous le montrer de profil, quand nous tournons les yeux jusqu'au bout de leur orbite sur la droite, par exemple, n'est-ce pas, et que nous permettons à cet étirement de se faire, simultanément, nous amenons un étirement et une certaine conscience dans le tronc cérébral, tout en faisant ces mouvements oculaires. Donc j'aime vraiment cette compréhension du lien entre le nerf vague et le tronc cérébral, qui est un élément partagé par Stephen Porges lors d'un cours de yoga que j'ai donné récemment. D'ailleurs, ce qu'il a dit, c'était que le nerf vague, c'était une bonne idée de le considérer comme le cordon d'alimentation et ce à quoi nous essayons en réalité d'amener de l'électricité, d'amener de la charge, c'est le tronc cérébral, car c'est là que le changement va pouvoir se produire au sein de la façon dont nous pouvons fonctionner dans le monde.
Et nous parlerons davantage du trauma et des coûts du trauma. Et c'est là, dans ce cerveau inférieur, que nous cherchons vraiment à créer du changement. Quand je travaille avec des personnes ayant vécu des événements comme des accidents de voiture ou alors des pertes subites et tragiques, ce sont souvent les difficultés à dormir ou les réactions de sursaut constantes et fréquentes qui leur posent le plus problème. N'est-ce pas? C'est cette sensibilité au son ou la sensibilité à la lumière. Tout cela est profondément lié au tronc cérébral. Il y a l'expérience tactile où la personne se sent très rapidement submergée. Donc, quand nous apprenons comment nourrir le tronc cérébral, c'est là que nous pouvons vraiment commencer à voir des changements dans le fonctionnement dans le monde. Et c'est une des choses qui me fait penser que les thérapies par la parole dans le traitement du trauma sont plutôt limitées.